Donc, bonjour à tous. Donc, je suis doctorant à la fois au laboratoire de mathématiques et de leurs applications de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et donc dans l'équipe exposome et hérédité du centre. Donc, je vais vous présenter la problématique sur laquelle nous travaillons, qui est l'analyse de la pléiotropie. Donc, présenter brièvement les méthodes existantes pour y répondre. Et donc, le projet AMLab sur lequel nous travaillons et qui est centré, et ensuite centré un peu ma présentation un peu plus sur l'analyse de la pléiotropie à l'aide de résultats de résumé de GWAS et la méthode que nous avons développée pour ça. Alors, pour passer, hop. Donc, notre travail se porte sur l'épidémiologie des maladies complexes, comme le sont par exemple les cancers et la maladie de Parkinson notamment. Donc, ce sont des maladies communes en population et multifactorielles, c'est-à-dire résultant de nombreux facteurs génétiques et environnementaux. Et on s'attend à ce que ces maladies soient affectées majoritairement par de nombreux variants génétiques, relativement communs en population, mais avec des effets faibles ou modérés. Donc les variables qu'on étudie sont des SNP pour Single Nucleotide Polymorphism, parce qu'on utilise donc des puces GWAS. Donc l'ADN est composé, donc pour expliquer un peu, l'ADN est composé d'environ 3 milliards de paires de nucléotides, ATCG, et un SNP, c'est une mutation possible de l'ADN à un locus précis d'un nucléotide. Donc par exemple, pour un locus donné, sur le génome, la majorité de la population possède un A, et il y a une seule mutation possible, ici G, donc le SNP est alors noté AG, et cette mutation doit être relativement fréquente, c'est-à-dire présente pour plus de 1% de la population. Et comme il y a 2 chromosomes de chaque paire chez l'homme, un individu peut être donc AA, AG ou GG, et on peut construire un modèle génétique additif en comptant le nombre d'alléles mineurs, donc ici G, donc un individu AA sera codé 0, AG sera codé 1 et GG sera codé 2. Donc, ce sont des données très corrélées, très fortement corrélées. On peut quantifier le degré de corrélation génétique entre deux SNP via le déséquilibre de liaison, ou LD, souvent calculé grâce donc, à une mesure du R2, qui est la corrélation de Peterson au carré. Et ces données sont principalement réparties par bloc de LD. Les SNP peuvent être répartis également à l'intérieur de gènes, qui sont une séquence distincte de nucléotides formant une partie du chromosome avec une signification biologique particulière. Et donc, comme par exemple codant pour une protéine, mais également dans des pathways ou voies biologiques, qui sont des groupes de gènes qui ont des fonctions similaires ou agissent ensemble au sein d'un même système biologique. Donc, notamment, les effets des gènes d'un même pathway, donc d'une même voie biologique, peuvent s'accumuler ou s'additionner pour avoir un effet plus important sur une fonction biologique déterminée. Donc, dans les données, dans ces données qu'on a, on a des contraintes particulières qui sont qu'on a beaucoup plus de variables que d'individus à disposition. Donc, on est plutôt de l'ordre de plusieurs de dizaines de millions, enfin de 10 millions de variables, voire plus, pour plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'individus. Donc, on ne peut pas les analyser entièrement et directement avec des méthodes linéaires généralisées, multivariées classiques. Donc, ces analyses communément utilisées pour l'analyse de ces données sont les GWAS, pour Genome Wide Association Study, ou en français, analyse d'association pangénomique simple marqueur. Et ces analyses sont en quelque sorte un screening du génome, c'est-à-dire qu'on teste un par un, de manière indépendante, l'association de chacun des SNP avec la maladie. Et on obtient pour chaque SNP un bêta d'effet d'association et son standard d'erreur. Et on peut notamment donc, les représenter, comme dans la figure que je montre à droite, en haut à droite, par des Manhattan plots, où on a en abscisse la position des SNP sur le long des chromosomes et en ordonnée les p-values en échelonnement log 10. Donc plus le point est haut, plus un signal est détecté fortement. Et donc les GWAS ont permis de détecter de très nombreuses associations entre SNP et maladies complexes. Et notamment que ça a permis de montrer que de nombreux facteurs génétiques, de risque génétique, sont partagés entre ces maladies complexes. Donc de nombreux loci sont porteurs de variants qui sont associés à des traits multiples, et on appelle ces associations les associations cross-phenotype association, ou en français associations de phénotypes croisés. Alors il y a une distinction à faire entre cross-phenotype association et pléiotropie. Donc ces associations de phénotypes croisés, c'est le fait qu'un variant génétique est associé à plus d'un trait, indépendamment de la cause sous-jacente de l'association qu'on observe, alors que la pléiotropie,
c'est le fait qu'un variant génétique affecte réellement plusieurs maladies distinctes, et donc notamment une association pléiotrope, c'est une cause possible d'une cross-phenotype association. Donc en général, on parle de pléiotropie, on analyse la pléiotropie, mais on n'a pas forcément la cause de cette association. Donc, je vous montre cette figure pour illustrer un peu plus ce propos par différents cas. Donc, on a dans chaque cas une association cross-phénotype observée pour un SNP avec deux maladies, P1 et P2. Donc ici, on a trois cas. Les trois cas de la première ligne, c'est de la pléiotropie, donc ce qu'ils appellent dans cet article de la pléiotropie biologique, où le SNP ou les variants causaux tagués par le SNP affectent les deux maladies de manière indépendante. Et donc, ce sont des cas de pléiotropie à différents niveaux. Donc, l'un, dans le cas A, où le SNP, le variant causal affecte directement deux maladies distinctes, mais après, dans les autres cas, où c'est deux variants distincts dans un même gène qui affectent donc les deux maladies. Et on peut voir ensuite sur la ligne du bas où ce n'est pas de la pléiotropie. Donc, après, il y a différents cas possibles, et notamment le cas de la pléiotropie médiée, donc où il y a un effet du variant causal sur la maladie P1 qui, elle, affecte la maladie P2. Donc, l'effet du variant sur la maladie P2 est médié par la maladie P1. On peut aussi avoir d'autres fausses observations dues à des biais. Et enfin, un dernier cas où je ne suis pas forcément d'accord avec les auteurs de ce papier, mais où deux variants causaux tagués par le SNP sont dans deux gènes différents, ce qui, à mon sens, peut tout de même être de la pléiotropie si les deux gènes appartiennent à une même voie biologique. Donc, dans les méthodes pour analyser la pléiotropie, on parle d'analyse de la pléiotropie, mais en vérité, il faut savoir qu'on observe des associations cross-phénotypes. Donc, il y a de nombreux exemples d'associations cross-phénotypes dans la littérature qui peuvent être détectés à différents niveaux. Donc, par exemple, un même SNP qui est retrouvé associé au cancer de la prostate ou au cancer colorectal. Un même gène, donc ici, par exemple, le gène FTO qui est associé à la fois au BMI et au mélanome à travers différents SNP. Ou encore, plus globalement, une corrélation génétique positive détectée entre le diabète de type 2 et l'hypertension. Donc l'intérêt d'étudier ces associations, c'est de pouvoir identifier des mécanismes biologiques communs, donc, afin de mieux comprendre la relation entre différents phénotypes, mise en lumière par les études épidémiologiques. Et également, cela peut avoir des implications sur la génomique personnalisée dans la prévention des maladies, et de fournir de nouvelles opportunités pour le développement de nouveaux médicaments. Mais aussi d'un point de vue plus statistique, ça peut permettre d'augmenter la puissance de détection des facteurs de risque génétiques communs à ces maladies, notamment en augmentant la taille des échantillons d'analyse. Donc, je vais parler de deux exemples très brièvement pour des maladies sur lesquelles nous travaillons. Donc, en premier lieu, le cas des cancers du sein et de la thyroïde. Donc, il y a de nombreuses études épidémiologiques qui ont rapporté à plusieurs reprises que les femmes atteintes de carcinome de la thyroïde courent un risque accru de cancer du sein et inversement. Mais cette association ne semble pas s'expliquer par les conséquences du traitement du cancer de la thyroïde ou d'une surveillance accrue, mais suggère plutôt des causes étiologiques communes ou des mécanismes génétiques communs aux deux maladies. Et ces cancers partagent certains facteurs de risque, ils sont notamment influencés par des facteurs reproductifs et hormonaux. Mais l'étude des différents GWAS sur ces maladies n'ont montré qu'un seul locus génétique commun. Donc l'étude de la relation génétique entre ces deux maladies pourrait permettre d'identifier des facteurs de mécanismes communs. Et le cas du couple de la maladie de Parkinson et des cancers. Donc, de nombreuses études épidémiologiques ont rapporté des associations entre maladie de Parkinson et cancer, montrant une association globale inverse, avec notamment cette association inverse qui est consistante pour les cancers liés au tabac. Cependant, on a une étude qui a montré un risque globalement augmenté de cancer chez les patients de la maladie de Parkinson non fumeurs, ce qui serait plutôt en faveur d'une interaction avec le tabac. Et également, plusieurs études ont retrouvé une association entre la maladie de Parkinson et le mélanome cutané, avec un risque de mélanome augmenté chez certains patients parkinsoniens. Et des études ont montré que cette association existe pour les mélanomes survenus avant et après le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc, ces résultats pourraient s'expliquer par des facteurs de susceptibilité génétique communs aux deux maladies, et donc l'analyse de la pléiotropie entre ces deux phénotypes pourrait permettre de mieux comprendre la relation entre ces deux maladies.
Donc, il y a 3 grandes familles de méthodes qui ont été développées pour l'analyse de la pléiotropie. Donc, on prend l'association cross-phénotype, encore une fois. Donc, la première, c'est les méthodes genome-wide qui cherchent à faire une comparaison globale entre ces maladies, à calculer une corrélation génétique globale ou faire une association à ce que ces maladies sont reliées entre elles. Il y a les méthodes basées au niveau des régions qui cherchent à détecter des associations cross-phénotypes dans des régions distinctes et des méthodes basées au niveau, donc les single point analysis qui sont au niveau des variants génétiques, donc des SNP. Donc pour aller un peu plus dans le détail de ces méthodes, donc on peut il y a donc pour les méthodes genome-wide, donc c'est des méthodes qui permettent de faire donc de la comparaison entre deux phénotypes. Donc elle permet d'utiliser des résultats de résumé de GWAS. Donc au lieu d'avoir les données individuelles, on a juste besoin de l'estimation des effets et des standards d'erreur. Donc les deux principaux types de méthodes sont donc les associations de PRS entre cross-phénotypes, c'est-à-dire qu'on construit un score pour une maladie et on teste l'association de ce score avec l'autre maladie. Et les méthodes de corrélation génétique qui cherchent à identifier, à mesurer donc la corrélation génétique entre différents traits. Donc le problème de ces méthodes, par contre, c'est qu'elles ne peuvent pas permettre de prendre en compte différentes directions de la pléiotropie, c'est-à-dire des SNP qui vont dans le même sens, qui sont associés dans le même sens, donc un effet délétère sur la maladie, et d'autre part sur le génome, deux SNP qui ont qui a un effet, donc le SNP qui a un effet délétère pour la maladie, alors qu'il a un effet protecteur pour l'autre. Donc pour la principale méthode, on va dire, pour mesurer la corrélation génétique, c'est le LD score, donc qui est basé sur le principe qu'un SNP qui est en fort déséquilibre de liaison, donc dans un gros bloc de déséquilibre de liaison, donc qui est en LD avec plusieurs SNP, a une plus grande association, a plus de chances d'avoir un plus grand signal d'association dû au fait qu'il capture une partie des signaux des SNP avec lesquels il est en LD, donc avec lequel il est corrélé. Donc le LD score d'un SNP, ça mesure la variation génétique taguée par ce SNP. Et on peut ainsi mesurer la covariance génétique entre deux traits à travers cette proportion, le fait que les Z-scores, le produit des Z-scores des deux maladies à un SNP donné et le LD score sont proportionnels. Alors, donc, comme j'en ai rapidement parlé juste avant, le downside de cette méthode, c'est que il peut y avoir plusieurs corrélations génétiques qui peuvent être moyennes le long du génome, mais il peut aussi y avoir, selon les loci, des régions qui sont positivement associées et d'autres qui sont négativement associées. Et quand on a ce genre de choses, quand on est dans ce genre de situation, l'effet des deux régions vont s'annuler. Donc on peut ne pas pouvoir détecter de corrélation génétique alors qu'il y en a effectivement une. Donc ce n'est pas exactement une mesure de la pléiotropie. Pour les méthodes basées sur des régions, qui peuvent être aussi basées sur des résultats de résumés de GWAS, ça permet de détecter donc, des associations cross-phénotypes au niveau des régions, des distinctes régions qui peuvent avoir un intérêt biologique. Et donc ça peut augmenter le pouvoir de détection, notamment en combinant l'information sur plusieurs SNP. Et donc il y a deux méthodes principales de ces méthodes, c'est donc la corrélation génétique au niveau des régions. Donc il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Donc ça réduit un peu le downside des méthodes comme le LD score, mais on peut toujours pas prendre la pléiotropie donc au niveau vraiment très micro, au niveau des SNP. Et donc ces méthodes ne considèrent pas non plus la pléiotropie au niveau des SNP. Ah oui, là c'est comme ça.
Et enfin, donc, il y a les méthodes single point, qui sont des méthodes basées au niveau des variants génétiques, donc des SNP qu'on analyse. Donc, il y a deux grands types de méthodes. Donc, il y a les méthodes univariées, qui peuvent du coup être basées sur des résultats résumés des GWAS, qui sont en quelque sorte des méthodes de méta-analyse adaptées pour la pléiotropie, avec différents types de méthodes, et notamment des méthodes bayésiennes qui sont faites pour faire de la sélection de variables, et les méthodes multivariées, donc qui peuvent être sous différentes formes, mais qui elles, peuvent être un peu plus puissantes, mais qui ont le problème de devoir, ne peuvent pas être utilisées sur des résultats de données de GWAS, mais qui nécessitent l'accès à des données individuelles. Et le problème général de ces méthodes, c'est bien sûr que le problème des tests multiples. Alors voilà, là je fais une figure pour vous montrer, pour illustrer un peu de comment étaient donc ces méthodes, ces univariate methods. Donc en fait, c'est qu'on récupère les résultats résumés des GWAS sur les différents traits. On effectue une correction pour les tests multiples, et puis en quelque sorte, s'il y a un overlap entre les résultats des différents GWAS, eh bien, on peut détecter une comparaison, enfin une association cross-phénotype. Alors en particulier pour les méthodes de méta-analyse, ça celles qui permettent d'exploiter des résultats résumés des GWAS, il y a 3 méthodes principalement qui ont été développées. Enfin maintenant 4, puisqu'on en a développé une, je vais en parler plus tard. Donc 2 méthodes fréquentistes, A7 et Placo, et une méthode bayésienne, CP-Bayes, pour de la sélection. Alors, A7 et Placo, donc, elles permettent de combiner les résultats au niveau des SNP de différentes études, et elles testent une hypothèse de donc, la pléiotropie pour chaque SNP. Donc, on effectue un test pour chaque SNP. Et par exemple, pour Placo, donc, on teste l'hypothèse à 0, que le produit des bêta égale à 0 contre le fait qu'il est différent de 0. Et dans le cas de CP-Bayes, donc je vais présenter un peu le principe de cette méthode très brièvement, donc qui est basé sur un prior de type Spack and Slab, c'est-à-dire qu'on considère que le bêta des effets pour un SNP appartient à possiblement 2 distributions. Une normale centrée en 0 avec une faible variance, ici en rouge, qu'on appelle le spike, et une loi normale avec une très forte variance, donc centrée à 0, qui donne un effet DAL, ce qu'on appelle le slab. Et donc si le bêta est très proche de 0, il a plus de probabilités d'être dans le spike. Donc voilà, donc le spike, donc ensuite on effectue des itérations par méthode de Monte-Carlo à travers des chaînes de Markov, et pour obtenir le postérieur et voir finalement quelle est la distribution de l'effet des SNP. Donc s'il est dans le slab, il est sélectionné comme ayant un effet, et s'il est dans le spike, il n'a pas d'effet. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut s'appliquer à 2 ou plus de 2 phénotypes qui peuvent être de n'importe quel type, donc continu, catégoriel, mix, etc. Et ça permet de prendre en compte l'hétérogénéité dans l'intensité et dans la direction des effets. Mais c'est une méthode qui, encore une fois, est seulement au niveau des SNP. Alors que, comme je l'ai un peu dit avant, donc la pléiotropie peut avoir différentes formes, donc au niveau des SNP, quand différentes maladies complexes sont affectées par un même SNP, au niveau des gènes, quand différentes maladies complexes sont affectées par un même gène à travers différents SNP, ou au niveau des pathways, des voies biologiques, quand ces maladies sont affectées par un système biologique à travers différents gènes. Et donc, prendre en compte la structure de gènes ou de pathway peut aider à la fois à augmenter le pouvoir de détection des associations, enfin de la pléiotropie, en groupant les SNP et en réduisant le nombre de tests statistiques,
et également aider à l'interprétation des résultats en identifiant des voies biologiques, les voies biologiques impliquées. Donc c'est l'objet de notre projet, donc le projet AMLAP pour Advanced Machine Learning Algorithm for Leveraging Pleiotropy Effect, qui implique donc 2 équipes, donc une équipe, le laboratoire de mathématiques appliquées et de leurs applications de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, donc dirigé par Benoît Liquet, qui dirige ce projet, et donc le côté donc de l'équipe Exposome et Réalité, donc qui est là et l'idée par Trestruong, et moi je fais un peu le lien entre entre les 2 équipes et les principaux volets de ce projet, qui ont pour but donc de développer des nouvelles méthodes statistiques donc pour identifier de la pléiotropie au niveau des gènes et des pathways, et aussi d'investiguer donc on a pour but plus tard d'investiguer des interactions gène-environnement dans le contexte de la pléiotropie. On développe également des packages R qui pourront être utilisés par les épidémiologistes, et donc on applique aussi ces méthodes et les méthodes déjà existantes à l'analyse de différents cancers et d'autres maladies, donc comme la maladie de Parkinson. Donc on a déjà développé 3 méthodes, une méthode de sparse group partial least square, donc étendue pour la pléiotropie, une méthode, donc ce sont 2 méthodes sparse group multitask penalized logistic regression et joint sparse group partial least square. Ce sont 2 méthodes qui se basent sur l'analyse des données individuelles. Donc la deuxième qui est une méthode de régression avec régression pénalisée pour induire une structure de groupe, donc comme les gènes et les pathways dans les données. Et la dernière qui est une évolution de CP-Base, GCP-Base, qui est une évolution de CP-Base pour prendre en compte la structure de groupe des données, qui permet d'utiliser les résultats résumés du GWAS, et donc ça rend la méthode beaucoup plus flexible, car c'est pas toujours facile d'avoir accès à différents jeux de données, et notamment quand on analyse la pléiotropie, on veut pouvoir avoir accès donc à des grands jeux de données, et alors qu'il y a beaucoup de résultats de GWAS qui sont disponibles publiquement en ligne. Donc, je vais présenter un peu plus cette méthode. Donc, on a développé 3 types de méthodes dans un package R, utilisant 3 types différents de prior, SPAC and SLAB, qui permettent de faire donc de la sélection au niveau des groupes, donc en considérant les gènes ou les pathways, et à l'intérieur des groupes de variables. Donc, ces méthodes se basent sur les résultats résumés de GWAS, et donc suppose que ces données suivent une loi normale centrée donc sur l'effet véritable du SNP et la covariance entre les SNP. Donc à partir de ces méthodes, on peut ensuite baser différents tests statistiques, notamment on peut baser le critère θ, qui est la probabilité que le SNP a un effet dans au moins 2 études, donc qu'on peut désigner comme une mesure de la pléiotropie, et ensuite faire un test de la pléiotropie au niveau des variables. Donc voilà, ici c'est un schéma très brièvement où je vous montre un peu les différents tests qu'on effectue. Donc d'abord, on effectue un test au niveau de chaque échantillon d'analyse. Donc pour chaque maladie, si on a au moins si l'hypothèse de H0 qu'il n'y a aucun effet dans aucune des études rejetées, on peut ensuite tester la pléiotropie au niveau des groupes, puis ensuite la pléiotropie au niveau des variables. Donc cette méthode a été publiée, donc on a fait l'objet d'un papier qui a été publié en début d'année dans Statistics in Medicine.
Et on a développé donc elle peut être appliquée à différents types de variables. Et on a développé un package R qui au début était disponible sur GitHub, mais maintenant on a développé, qui est disponible sur CRAN. Donc, ce qui fera l'objet d'un futur papier, en fait, qui est futur presque présent, puisqu'on va le soumettre très prochainement. C'est imminent dans les semaines qui viennent. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques limites en pratique, c'est-à-dire qu'il y a toujours le besoin de faire de nombreuses étapes bioinformatiques en amont, ce qui n'est pas toujours évident pour des épidémiologistes qui veulent utiliser ces méthodes, et aussi que donc c'est des méthodes qui sont intensives, qui demandent de grosses ressources informatiques et du temps, et qui nécessitent aussi de définir les groupes nous-mêmes. Donc pour l'instant, on a fait nos études, nos analyses en utilisant les coordonnées des bandes cytogénétiques des gènes, mais on s'intéresse aussi à regarder s'il n'y a pas d'autres moyens d'annoter nos données. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de définir un pipeline d'analyse pour cette méthode. Et donc, le voici, je le présente juste très très brièvement, mais l'idée, c'est de proposer une solution qui soit clé en main pour un utilisateur et qui soit donc vraiment très, très pratique à utiliser. Et donc, c'est sur quoi on est en train de travailler aussi en ce moment avec Yazdan. Et enfin, je vais finir sur donc, les résultats, enfin juste vous montrer un peu à quoi peuvent ressembler des résultats, donc avec une analyse avec Placo, donc en univarié, où ici on a en quelque sorte des Manhattan plots séparés par chromosome. On peut voir en rouge les signaux significatifs pléiotropes quand ils vont dans le même sens, et en bleu quand c'est dans des sens différents entre les deux maladies, donc entre le cancer du sein et le cancer de la thyroïde. Ça peut faire beaucoup de signaux, beaucoup de locus, mais du coup avec GCP-Base, on peut les regrouper en gènes, ici indiqués donc, sur un karyotype les différents gènes qu'on a détectés. Et donc ça conduit ensuite à des analyses futures où on veut vouloir identifier s'il y a des networks, si ces gènes sont enrichis en gènes d'un même network biologique ou d'une même voie biologique. Et donc c'est pour ça qu'on va bientôt proposer un sujet de stage de M2. On a également deux papiers qui vont être soumis très très prochainement, certainement avant la fin de l'année, donc d'application, d'analyse de la pléiotropie, donc pour un de mes travaux que j'ai fait avec Alexis Elbaz sur l'analyse de la pléiotropie entre maladie de Parkinson et cancer, et un travail d'Élise Lucotte d'analyse de la pléiotropie entre cancer du sein et cancer de la thyroïde. Enfin, du coup, on a encore le développement donc, de GCP-Base, donc du pipeline que j'effectue avec Yazdan, et donc le papier qui va être soumis prochainement dans Air Journal. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, et je vous remercie de votre attention.